Voilà, rebonjour. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On a planté un petit peu le décor. On a vu que ça fonctionnait bien. On a vu la structure ben voilà, de répertoire, de sous-répertoire et de fichiers. On sait à peu près ce qu'on a. Donc, maintenant, on va voir ça depuis Dreamweaver. Alors, moi, normalement, en Laravel, j'ai commencé à travailler un petit peu en Sublime Text. Et je suis passé très très rapidement à PHP Storm, que je trouve absolument excellent. Mais c'est vrai que bah, pour le PHP pur, je suis encore habitué en tout cas à Dreamweaver, j'aime beaucoup Dreamweaver. Et je trouve qu'ils ont vraiment amélioré la version que je connaissais en 2004, qui était la version, je crois que c'était la version MX, ça appartenait à Macromedia, ensuite ça a été repris par Adobe. Il y a eu 3-4 versions de plus, et je peux vous dire que là, franchement, je trouve ça excellent. Donc toujours est-il qu'on va regarder ce qu'on a. Voilà, donc on est ici, bon, on retrouve évidemment la même structure qu'on avait, et on va commencer un petit peu par le début. Alors le début c'est quoi? Bah, c'est le fichier index. Donc tel que j'avais dit, effectivement, j'aurais pu faire un redirectionnement du fichier index vers tout simplement le fichier login, pour que explicitement ça s'appelle login.php, ou alors mettre un répertoire login, puis à l'intérieur mettre un index PHP, etc., etc. Donc bon, après c'est question un petit peu de choix, un petit peu de goût, etc. Donc voilà, on lance ça. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a des choses que, bah, a priori, je vais n'expliquer qu'une fois, d'accord? Parce que, bah, soit il faut déjà les connaître, c'est évident, comme l'HTML. Hein, si vous ne connaissez pas l'HTML, c'est problématique, donc il faut commencer par le début. Premièrement, on apprend HTML, après on apprend les feuilles de style, les CSS, après on apprend un petit peu de JavaScript, jQuery, et ensuite on peut peut-être quand même travailler du côté back-end. Ce que je veux dire par là, c'est que même le programmeur back-end doit quand même savoir un petit peu ce que c'est que voilà, le design, HTML, le CSS, le JavaScript. Enfin, il faut qu'il ait au moins une connaissance minimum. Hein. Donc le programmeur back-end n'est pas un professionnel designer, non, il ne l'est pas, mais il doit quand même avoir des connaissances minimum. Donc, voilà. Donc, il y a des choses que je vais dire simplement une fois, je me répète, tout simplement parce que il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, ou tout simplement pour éviter de me répéter, parce que moi, évidemment, dès que je peux réutiliser mon code, bah, je réutilise mon code, c'est évident. Donc, forcément, je ne vais pas toujours répéter la même chose. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est un petit peu la prémisse. Alors, ici, on va commencer. Bon, regardez déjà ici, vous avez un session start. Alors, session start, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser des variables de session. D'accord? Donc, les variables de session, je le rappelle au cas où, c'est des variables qui permettent de passer des valeurs d'une page à une autre page, tout simplement. D'accord? Quand on n'est pas en PHP et qu'on est en statique, on ne peut pas passer comme ça des valeurs par page, sauf si on utilise un plugin spécialisé. Moi, j'avais un plugin qui s'appelle variable.js et qui permet de passer des valeurs en paramétrisant, on va dire, tout simplement l'expression URL de la page web, de la même manière qu'on le fait avec un get, et qui permet de passer tout simplement les valeurs de page en page, tout simplement en utilisant ce plugin et en référençant ce plugin, tout simplement. Mais c'est vrai que quand c'est en PHP, c'est naturel. Pour ça, on utilise les variables de session. Et alors, quand on utilise une variable de session, bah évidemment, on a besoin du session start. On a besoin du session start, que l'on soit en lecture ou en écriture. Hein. C'est-à-dire, je dis $session, ma variable est égale à quoi que ce soit. Si dans une autre page, je veux pouvoir lire ça, bah, j'ai besoin aussi du session start. Donc, session start, aussi bien pour la lecture comme, on va dire, pour l'écriture. Okay. Alors là, vous remarquez que ici, bon, bah, j'ai le doctype, évidemment, j'ai l'HTML, j'ai le head pour l'entête, hein, là, je vais très vite sur l'HTML, et j'ai tout simplement le body. Voilà, donc HTML contient entête et contient core, voilà, tout simplement. Remarquez ici que c'est un HTML 4.0.1, ce n'est pas du XHTML 1.1. Donc ça, c'est une révision de 1999. XHTML 1.0, c'est une révision de 2001. XHTML 1.1, c'est une révision de 2002. Et pourtant, j'utilise l'HTML 4.0.1. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin d'HTML5, XHTML 1.0, XHTML 1.1. Pourquoi j'en ai pas besoin? Ben, je vais vous dire une chose, parce que je confie à peu près en ce que je fais. On sait bien que le XHTML, évidemment, est un HTML un petit peu sauce XML, qui ne permet pas, on va dire, autant de choses. Donc c'est vrai que quand vous faites du XHTML, vous assurez à votre client que c'est bien fait. Bon, c'est sûr. Voilà, si vous faites de l'HTML, ben, il ne le sait pas trop. Ça peut être bien fait ou ça peut être moins bien fait. Ça, c'est un petit peu relatif. Enfin, c'est la manière que je vais de voir les choses.
Et ensuite, évidemment, on a le plus récent, mais enfin quand même d'un certain âge, mais pas encore totalement accepté, entre guillemets, légalement, entre guillemets, par la W3C, c'est-à-dire la World Wide Web Consortium. Okay, donc là, bah, c'est un choix. C'est à vous de dire, bah oui, je veux HTML5 ou je ne veux pas HTML5. Hein. Ce qui est clair, c'est que l'HTML5 est important pour les media queries qui permettent d'adapter les CSS de manière adaptative à n'importe quel type de dispositif, bien évidemment, comme des tablettes, des phablettes ou des smartphones. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait ici. Je m'intéresse pas vraiment à créer quelque chose d'adaptatif ou non. Je m'intéresse à un processus. Et donc voilà, c'est amplement suffisant. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bon, bah c'est facile. Hein, on fait un charset UTF-8. Alors l'UTF-8 principalement, c'est voilà un ensemble de caractères qui va au-delà de l'ASCII, parce que évidemment l'ASCII, ça se fait, je ne me rappelle plus si c'est en 7 ou 8, mais il y a 256 caractères, avec une partie de 0 à 127, les 128 premiers caractères, on va dire, qui représentent l'ASCII standard, et les 128 prochains caractères, donc de 128 à 255, qui forment l'ASCII étendu. Mais avec ça, évidemment, fondamentalement, on couvre les numéros, on couvre les lettres en minuscules, en majuscules, de A à Z, mais et on couvre peut-être quelques accents, mais ça ne va pas bien au-delà. Donc forcément, dès qu'on va aller plus loin, il faut ce qu'on appelle de l'Unicode. Et l'Unicode, ça fait, je crois que ça fait 65 535 caractères. Et là, effectivement, vous couvrez tous les accents de toutes les langues au monde. Donc, c'est ce que permet UTF-8, c'est-à-dire ça permet l'Unicode, mais c'est aussi compatible ASCII. Donc ça, c'est important. Et de toute façon, c'est ce qu'on utilise quasiment partout. Bon, là, on a un titre, rien à dire. Là, on a la petite image qui va bien pour avoir le petit A, on va dire, dans l'icône, dans le navigateur. Bon, voilà, c'est le favicon. Lui, j'aurais peut-être pu le mettre sans doute sur la racine et il n'y avait rien à dire. Mais a priori, moi sur la racine, j'aime bien n'avoir que mes fichiers PHP. J'aime pas avoir des images qui traînent au milieu. Voilà, tout simplement. Et ensuite, là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est utiliser le style admin. Alors, auparavant, je vous avais dit que j'utilisais style admin, mais que chaque page utilisait son propre style. Eh bien oui, exactement. Regardez, je viens de l'oublier. C'est celui-là, c'est l'index CSS. Donc ça veut dire que dans chaque page que je vais vous montrer, d'accord, j'ai donc un style global, d'accord, et j'ai tout simplement un style qui est propre à chacun. D'accord, donc ça veut dire que j'ai une relation de dépendance, mais j'ai aussi une non-relation de dépendance que j'appellerais quand même une liberté de faire ce que je veux au niveau de chaque page. Alors bon, si vous voulez, je peux vous le montrer rapidement. Style admin, on va voir ça ici. Voilà. Alors, style admin, t'es là. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, hein, je sais pas trop ce qu'il y a à dire là-dessus. A priori, c'est vrai que normalement, si vous faites quelque chose, bah, vous devez savoir un petit peu, enfin, vous devez connaître évidemment l'HTML. Donc voilà. Donc là, tout simplement, bah, c'est un petit peu pour ma structure, parce que je crée voilà, un header container, je crée un header top, je crée un contenu, voilà, je crée les titres. Bon, a priori, ça, je ne vais pas vous l'expliquer élément par élément, d'accord? Tout simplement, vous voyez que je joue, voilà, bon, au niveau, vous voyez par exemple le border radius, je crois que le border radius c'est du CSS3. Et CSS3, qui dit HTML5 dit CSS3, mais qui dit CSS3 ne dit pas forcément HTML5. Vous pouvez parfaitement utiliser du CSS3 avec du HTML 4.0.1, du XHTML 1.0, du XHTML 1.1. D'accord, donc ça veut dire que moi, dès le moment que je veux jouer, je sais pas, avec des dégradés, des arrondis, des ombres et des choses comme ça, ben je le fais, on va dire, avec n'importe quelle version d'HTML ou de XHTML, puisque de toute manière, je peux utiliser voilà, l'HTML. Bon, et puis tout ça, voilà, vous voyez, hein, ça c'est voilà, je donne un bord de 5 pixels. Ici, je vais donner finalement une ombre déterminée. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre va définir un côté, là ça va définir un autre côté, là ça va définir, on va dire si c'est plus ou moins diffuminé ou pas, là ça va définir la couleur, bon, c'est de manière successive. Hein, on travaille avec des choses comme ça, comme la largeur, la hauteur minimum, le padding qui est finalement la marge interne, blablabla, etc., etc. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, tout simplement, je pense qu'il ne faut pas s'embêter avec ça. Ok, simplement, il faut savoir que c'est ce qui m'a permis de faire ce que je vous montre. Puis après, vous, évidemment, vous pouvez le faire d'une manière différente. D'accord? Donc ça, bah, a priori, c'est la première chose. Voilà, donc, bon, je ne vais pas me répéter.
Ici, j'ai la déclaration de mon bouton. Bah, je vais quand même vous le montrer. Donc là, c'est simplement quand j'ai du code et je trouve qu'il y a trop de code et que j'aime pas trop ça. Tout simplement, ce que je fais, bah, c'est tout simplement mettre ça dans un fichier PHP, référencer ce fichier PHP, qui finalement vomit un petit peu on va dire son contenu là-dedans, et c'est comme si c'était là directement. D'accord. Donc là, on va voir ça, c'est plugin, button declare. Voilà. Alors, vous voyez, ça va pas loin. En fait, ça va même pas loin du tout. Je me demande même pourquoi j'ai un petit peu fait ça. Mais enfin bon, voilà, je voulais simplement que ce soit plus propre. Bon, enfin, à ce moment-là, je l'ai fait comme ça. Ça reste discutable. Ça reste très discutable ce que je viens de faire là. Mais enfin bon, ça va. Voilà. Alors ensuite, bon bah évidemment, on a une structure de wrapper, c'est-à-dire de conteneur. Le conteneur va contenir un en-tête, d'accord. Et après l'en-tête, là, je vais directement HTML. Attendez, peut-être que j'en ai sauté. Oui, on a le conteneur, on va dire admin, d'accord. Et puis ensuite, on va voir le conteneur admin log dans ce cas-là qui contient le formulaire, d'accord. Et tout ça, bien sûr, est travaillé par feuille de style, ok. Voilà, on en est à combien là? 11 minutes, j'arrête, on se retrouve dans la prochaine vidéo.